Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo analyse et review sur l'univers de Boruto Double Vortex de l'année 2025. Alors les amis, vous l'aurez certainement remarqué, j'ai une voix un peu bizarre. Bon, c'est un peu normal étant donné que hier là, j'étais en train de regarder le match PSG Manchester City avec des copains, puis on a un peu crié et tout. Bon bref, c'est comme ça que ma voix est partie. Je tiens quand même à préciser que je ne suis absolument pas un fan du PSG, encore moins de Manchester City. Je suis un gros fan du Barça, mais bref, ce n'est qu'un détail. Donc les amis, on va donc analyser ce chapitre 18 de l'univers de Boruto Double Vortex qui se nomme « Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord ». Alors, le titre de ce chapitre fait directement référence au mot de passe conçu par Amado pour endormir Kawaki dans les situations d'urgence. Du coup, on pourrait penser que ce chapitre est exclusivement centré sur les personnages de Amado, mais surtout Kawaki. Mais ce n'est pas si centré sur ces deux personnages que ça, étant donné que dans ce chapitre, on a globalement parlé des Shinju humains de Kawaki et Amado, de Sarada et surtout de la relation entre Konohamaru et Matsuri. Surtout que la page de couverture de ce chapitre est représentée justement par cette même Matsuri. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même donner mes impressions sur ce chapitre. Ce n'est pas le chapitre de l'année, mais il est déjà mieux que le chapitre précédent. Ce dont je me plaignais concernant les derniers chapitres sur l'univers de Boruto Double Vortex, c'est non seulement le rythme, mais en plus de ça, c'est le fait que les sentiments amoureux sont développés plus que les combats et autres. Pourtant, on est dans un manga shonen de type Neketsu et non dans un shoujo. Alors, ce n'est pas tant que ça les relations amoureuses ou en tout cas les relations humaines qui sont développées qui me dérangent le plus. Ce qui me dérange, c'est que j'ai un peu l'impression que l'auteur ou les auteurs, si vous voulez, sont en train de se foutre de nous, étant donné que, les gars, on apprend dans ce chapitre 18 de l'univers de Boruto Double Vortex que Matsuri, normalement, si elle est tombée amoureuse de Konohamaru, c'est par rapport au sentiment que Moegi avait déjà pour le personnage de Konohamaru. Bon, moi, là où je me sens un peu volé, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a cette affection entre Matsuri et Konohamaru? En tout cas, pourquoi est-ce que Matsuri porte autant d'affection pour le personnage de Konohamaru et on n'a pas retrouvé cette même affection justement dans la relation Hidari-Sarada? Moi, ça me donne un peu l'impression d'être volé parce qu'à aucun moment, Hidari ne s'est senti père pour Sarada. Et encore plus avec le personnage de Yodo plus globalement, parce que rappelez-vous, lorsque Yodo a été introduit dans l'univers de Boruto Double Vortex pour la toute première fois, qu'est-ce que Yodo dit? Yodo demande déjà à Sarada si son style vestimentaire lui a été inspiré par son amoureux. Ce qui peut sous-entendre que Yodo, c'est un personnage qui, elle aussi, a un amoureux ou plutôt est même potentiellement déjà en couple. Et avec ce chapitre 18 de l'univers de Boruto Double Vortex, au vu de la rage que Yodo porte envers Ryu, on peut se dire que l'élu du cœur de Yodo, c'est Shinki. Et au vu du fait que Shinki, c'est un personnage un peu solitaire, qui n'est pas forcément très sociable, étant donné que déjà dans un premier temps, il est adopté par Gaara. Et en plus de ça, il semble vraiment être peu sociable et que normalement Yodo et Araya, ce sont des personnages qui lui ont apporté cette chaleur humaine, cette compréhension humaine là, avec Gaara aussi bien sûr. On peut se demander donc pourquoi est-ce que Ryu semble n'avoir aucun scrupule aujourd'hui à tuer Yodo? Parce que même si on ne va pas aussi loin en prétendant que Yodo et Shinki sortaient ensemble, on peut quand même se dire que les deux personnages, en ajoutant même Araya à ces deux personnages là, avaient développé une relation assez forte au vu du fait que Araya nous dit dans ce chapitre que la technique qu'il a sortie et qu'il a développée, c'était pour se battre en coopération avec Shinki. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que Ryu n'a pas adopté lui aussi les sentiments de Shinki? Pourquoi est-ce que Ryu est aussi froid? Moi, c'est là où je me sens un peu volé par les auteurs. Parce que c'est très facile avec Matsuri pour elle de tomber amoureuse de Konohamaru. Mais que ce soit Hidari ou Ryu, ils n'ont aucun sentiment pour les humains avec qui normalement le alter ego étaient les plus proches lorsqu'ils étaient en vie. Bon, maintenant, en ce qui concerne les relations amoureuses développées par les personnages de l'œuvre Boruto Double Vortex, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas si dérangeant que ça, surtout que dans certaines œuvres, on se languit un peu de ça, étant donné que ce n'est pas forcément très développé dans le lore. C'est seulement développé à la fin avec 2-3 cases par chapitre, je ne sais pas, c'est souvent très peu, il n'y a pas de problème. Moi, mon problème n'est pas au niveau des relations amoureuses, mais mon problème est
au niveau du fait que les relations amoureuses sont plus développées que les combats. Pourtant, Boruto Double Vortex, c'est un manga shonen. On devrait y avoir plus de combats que de relations amoureuses, que de rapports entre personnages et tout ça. Franchement, moi, ça me gêne. Moi, je vais pas faire semblant. Moi, c'est une situation qui me gêne réellement. Parce que moi, je vous ai posé une question. Peut-être la vidéo, je l'ai déjà supprimée sur la chaîne. Mais je vous avais posé une question. Pour vous, le dernier combat intense de l'œuvre Boruto, globalement même, Boruto Double Vortex et Boruto Naruto Next Generation, pour vous, quel était le dernier combat intéressant? Bah, si c'est pas Ishiki versus Naruto et Sasuke, bah c'est lequel? Il y en a presque pas. Il y en a presque pas. Et les relations amoureuses, c'est clairement ça qui est développé depuis littéralement le début de l'œuvre Boruto Double Vortex, au point où aujourd'hui on en est rendu à une Sarada qui est perturbée en mission, qui n'est même pas capable de percevoir que Shinki est en train de leur tendre, qu'est-ce que je dis, Ryu plutôt est en train de leur tendre un piège avec sa limaille de fer. Bah, on se dit quand même que waouh les gars, c'est quand même abusé, c'est quand même abusé parce que les missions elles sont en train de rater, parce que Yodo semble avoir des sentiments amoureux envers Shinki, parce que Sarada semble avoir des sentiments amoureux avec Boruto et qu'elle est perturbée de sa conversation avec Sumire qui elle aussi semble avoir des sentiments amoureux avec Boruto, et on a aussi Ada, pardon, sans oublier Ada qui elle aussi est potentiellement amoureuse de Kawaki et aujourd'hui de Boruto. Là, moi je dis, ça fait trop. Il y a plus de ça que du combat et c'est ça qui est vraiment dérangeant. Surtout que les gars, parce que voilà vraiment ce qui est dérangeant. On est sur une publication à rythme mensuel, c'est-à-dire on a un chapitre par mois et en 40, 41, 42, 43 pages même des fois comme dans ces chapitres. On n'a presque pas de combat. Et surtout que ce chapitre, franchement, le rythme, il est extrêmement lent. Il est extrêmement lent, les amis. Laissez-moi me plaindre de ça. Parce qu'on attend un mois et le rythme, il est extrêmement lent. Ça fait depuis 3 chapitres que les mecs sont arrivés sur Suna. Et en 3 chapitres, il n'y a pas encore eu un coup de portée. Bref, je crois avoir tout dit par rapport à tout ce qui me dérange concernant ces derniers chapitres sur l'univers de Boruto Double Vortex. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de continuer à pousser mon coup de gueule. Alors, je pense qu'il serait temps d'entrer maintenant en plein dans l'analyse et la revue du chapitre 18 de Boruto Double Vortex, qui était quand même assez croustillant, même si je trouve quand même que le rythme il est lent. Il y a quand même quelques éléments à noter qui sont vraiment très intéressants concernant ce chapitre 18 de Boruto Double Vortex. Alors, le chapitre 18 de Boruto Double Vortex, on peut le diviser en 3 parties. Dans la première partie, on va d'abord parler de ce qui se passe entre Matsuri et Konohamaru. Car des 3 parties, je trouve quand même qu'elle est la moins intéressante. Du coup, je ne vois pas trop l'intérêt de s'attarder. Dans la deuxième partie, qui pour moi est clairement la plus intéressante, on va s'attarder sur ce qui se passe entre Kawaki et Amado avec Akebi et Sumire. Donc, on va beaucoup s'attarder quand même concernant cette partie. Et dans la troisième partie, on peut parler de ce qui se passe entre l'équipe 7 et l'équipe de Suna versus Ryu. Parce que là aussi, c'est pas mal intéressant, même si c'est un peu moins intéressant à mon avis que la deuxième partie qui concerne directement ce qui se passe avec Kawaki et Amado. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, cette première partie de vidéo concernant l'analyse et la revue du chapitre 18 de Boruto Double Vortex va porter sur la relation entre Matsuri et Konohamaru. Bon, on voit clairement qu'il y a un jeu de séduction entre les deux personnages. On voit que Matsuri est progressivement à l'aise avec Konohamaru car au début elle était vraiment très gênée et plus elle parle avec Konohamaru, elle-même d'ailleurs elle va le dire, bah plus elle commence à se sentir bien avec Konohamaru et du coup elle va tellement se sentir bien qu'elle va se sentir autorisée à appeler Konohamaru mon petit Konohamaru ou Konohamaru-chan. Bon, le chan, on sait qu'en japonais c'est, on va dire, un ajout de surnom ou d'extension de nom un peu affectueux, on va dire comme ça, par rapport au personnage qu'on apprécie particulièrement, ce qui ne va pas forcément plaire à Konohamaru parce que ça donne des flashbacks à Konohamaru. Konohamaru se souvient que la seule personne qui l'appelait comme ça, bah, c'était justement Kazamatsuri Moegi. Et lorsqu'il va faire comprendre à Matsuri qu'il ne veut pas qu'elle l'appelle comme ça va directement énerver Matsuri. Elle va lui demander pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je t'appelle comme ça. Konohamaru va lui répondre, il n'y avait qu'une seule personne qui normalement m'appelait comme ça. Et du coup, c'est pour ça que je veux pas que tu m'appelles comme ça. Et elle va dire à Konohamaru qu'il s'agit de Kazamatsuri Moegi. Elle va donc s'énerver et ses vêtements vont se soulever en thème, voilà, je sais pas, du genre offensif. Tu vois, quand quelqu'un s'énerve pour être super offensif, c'est comme ça que ses vêtements vont se soulever.
du moins, on va dire, son col, le col de son vêtement va se soulever parce que je vous vois déjà venir avec vos esprits tordus là. Bref, et donc on a déjà une certaine avancée concernant les combats sur le village de Suna. Alors moi, je vais vous dire des trucs très posément. Pour moi, au chapitre prochain, on aura certainement, enfin, d'après ce qui concerne ce combat, parce que peut-être que ça sera pas directement au chapitre prochain, mais concernant ce combat, je suis presque persuadé qu'on aura un Konoha Maru qui disait non, attends, t'as pas besoin de t'énerver et tout. C'est comme ça que voilà, Matsuri va se calmer et ils vont continuer à discuter. Moi je vois clairement un truc comme ça, parce que je vois pas un Konoha Maru engager le combat là maintenant. Mais maintenant, si de l'autre côté Konoha Maru vient à attaquer Matsuri parce qu'il a pris par les sentiments amoureux et tout, moi ça va vraiment très m'énerver. Je vais trouver ça vraiment très lâche de sa part, et franchement ça va vraiment me saouler, parce que pour moi un ninja qui attaque comme ça, parce que voilà, comme je le disais, ce sont les plans de Shikamaru. Si ça avait été Naruto, il n'aurait jamais comment dire, opté pour une stratégie pareille. Il aurait opté pour une autre stratégie, même si elle n'aurait pas forcément été plus brillante que celle-ci. D'ailleurs, on peut se poser la question sur la réelle efficacité de cette stratégie. Mais bref, moi, comme je vous le dis, si Konoha Maru s'y prend comme c'est prévu avec Shikamaru, ça va vraiment beaucoup m'énerver. Même si je pense qu'au chapitre prochain, encore une fois, voilà, on aura un Konoha Maru qui dira non, attends, t'as pas besoin de t'énerver et tout. Si tu veux m'appeler comme ça, tu m'appelles Konoha Maru Chani. Je pense qu'on va clairement se diriger sur ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop à ajouter. On va passer à la deuxième partie. La deuxième partie de cette vidéo, elle est super, mais vraiment super intéressante, étant donné qu'elle concerne ce qui se passe avec le groupe d'Amado, c'est-à-dire Amado, Kawaki, Akebi et Sumire. Bon les gars, je vais pas y aller par quatre chemins. À mon avis, il va se passer une vraie grosse dinguerie concernant ces quatre personnages-là. C'est vrai que directement, lorsqu'on fait allusion à cette partie, la seule chose à laquelle on pense déjà, c'est l'intrigue qui concerne déjà ces quatre personnages-là, étant donné que l'intrigue concernant ces quatre personnages-là, bah, c'est un Kawaki qui allait rendre une visite, pas forcément de courtoisie à Amado, étant donné qu'il a un peu brusqué Amado, pour demander à Amado de le rendre beaucoup plus puissant. Sumire y est entré, tout en pensant à sa conversation avec Sarada, étant donné qu'elle est encore visiblement perturbée par rapport à cette conversation avec Sarada. Du coup, elle a trouvé un Kawaki directement en train de brusquer Amado, en train de serrer son cou contre le mur. Kawaki demanda à Amado de libérer sa puissance, de le faire passer plus ou moins en mode offensif. Bon, parce qu'on apprend un peu ce qui se passe avec Kawaki. En gros, Amado aurait programmé Kawaki pour être plus défensif qu'offensif. Donc, ce qu'on apprend concernant Kawaki, c'est qu'il ressemble à un diagramme de puissance dont on pourrait ajuster à tout moment. Ce qui va donc se passer concernant Kawaki, c'est que Amado a décidé de le faire passer en mode offensif en réduisant sa puissance défensive. Bon, puissance défensive qu'on n'a pas forcément vu, étant donné que selon Amado, Kawaki était presque immortel, c'est-à-dire, bon, il ne pouvait presque pas mourir car il était vraiment super défensif. Moi, je vais pas vous mentir, je n'ai pas vraiment vu ses capacités défensives concernant le personnage de Kawaki, mais on va dire bon. Donc en gros, normalement, on aura un futur Kawaki qui sera très puissant, sauf que avant que tout cela n'arrive, tu as Amado qui a posé une condition à Kawaki. Il a demandé à Kawaki, il a dit à Kawaki, si tu veux que je te rende plus offensif, bah, il va falloir que ton Kama, tu le scelles dans ma fille Akebi, ou en tout cas dans le réceptacle de ma fille Akebi, pour faire revenir sa conscience et pour qu'elle revienne à la vie. Bon, cela dit, ça comporte réellement de gros risques, étant donné que pour Amado et pour Kawaki, en faisant revenir Akebi, la fille de Amado, à la vie de cette façon-là, bah, ils ne sont pas à l'abri de voir naître un nouvel Otsutsuki. Et c'est justement là ma théorie. Pour moi, la grosse théorie concernant cette partie, c'est que bah, Akebi soit en fait le réceptacle de Shiba et Otsutsuki. Alors, je sais pas les gars, pour moi, Akebi me donne réellement l'impression d'être Shiba et Otsutsuki. Regardez juste son vêtement dans la cuve là. Il manque juste le casque avec les rayures qu'on avait vu sur Shiba et Otsutsuki. C'est presque pareil avec Akebi. Donc, franchement les gars, pour moi, Akebi, c'est le réceptacle de Shiba et Otsutsuki. On n'a rien qui peut confirmer ça. Mais je ne sais pas, je pense qu'ils vont manigancer un truc
Et plus tard, va surgir de cette cube Shiba Otsutsuki au lieu de Akebi. Parce que les gars sont quand même dans Boruto et pas dans Dragon Ball Z. C'est dans Dragon Ball Z qu'on ressuscite les gens, ils reviennent avec leur conscience, leur mémoire et tout via les boules de cristal. Là, dans Boruto, bah non. On sait que généralement dans des œuvres comme ça, ressusciter ce genre de personnage, ça comporte toujours des risques. Il y a toujours des conditions avec, comme le Edo Tensei. Sauf le cycle éternel des réincarnations. Technique que forcément la nouvelle génération ne maîtrise pas. D'ailleurs, ni Naruto ni Sasuke de mémoire, de connaissance ne maîtrise cette technique. Donc, la méthode que Amado est en train d'employer, justement, il a employé le terme de Dieu. Ce n'est que les dieux qui normalement sont capables de faire ça. Bah, pour moi, ça laisse présager un futur retour de Shiba Otsutsuki. Et là, ce serait vraiment intéressant, surtout par rapport à ce qui a été dit, étant donné que Kawaki et Amado en sont arrivés à un accord selon lequel c'est après que les Shinju humains, Boruto et tous les Otsutsuki et réceptacles d'Otsutsuki seront morts, que Kawaki va lui donner son Kama pour permettre de ressusciter Akebi. Alors moi, je sens clairement le scénario selon lequel dès que tous les Shinju humains seront morts, bah tu auras une Akebi qui va donc se révéler en tant que Shiba Otsutsuki pour lancer potentiellement un nouvel arc, un nouveau, je sais pas, un nouveau, voilà, nouvel arc quoi. Et personnellement pour moi, Akebi, c'est clairement Shiba Otsutsuki. Alors maintenant, j'ai envie de dire un truc. Je ne m'étais jamais posé la question. Normalement, j'aurais dû me la poser, mais je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment est-ce que Boruto avait-il su que Amado n'avait pas libéré complètement le potentiel offensif de Kawaki. Maintenant, la réponse m'est apparue là pendant que je suis en train de tourner la vidéo instantanément. Eh bien, la réponse, elle est très simple. Kashin Koji l'a certainement vu via son Jippo et il a certainement dû le dire à Boruto qu'il a dit à Kawaki. C'est sûrement comme ça que Boruto a appris que Amado n'avait pas libéré le potentiel de Kawaki. Bon, maintenant, concernant Sumire, je vous avouerai que je ne vois pas trop son futur potentiel apport, mais on peut quand même noter qu'au vu du fait qu'elle se sent potentiellement trahie par Sarada, étant donné que selon Sumire, Sarada était au courant qu'elle avait des sentiments envers Boruto pour Boruto, elle peut se sentir trahie, elle peut prendre des décisions vraiment de rupture. Moi, je vois un truc du genre, Sumire, étant donné qu'elle a assisté à la scène entre Kawaki et Amado, c'est-à-dire un Kawaki qui demande à Amado de libérer sa puissance, elle pourrait aussi demander à Amado de lui permettre de devenir plus puissant, peut-être même de lui intégrer un Kama. Comme ça, ça donnerait, je sais pas, un but, voilà, de la puissance juste à Sumire pour qu'elle ne soit plus un paria. C'est clairement ça que je vois pour Sumire. Sinon, quoi d'autre en fait? Bon, maintenant, les amis, clôturons cette vidéo avec le groupe de ninja qui a été envoyé pour tendre un piège à Ryu pour lui dérober son Togedama. J'ai même plutôt envie de dire le contraire, étant donné qu'il paraît que c'est Ryu qui a tendu un piège à ce groupe de ninja pour réussir à savoir s'il pourrait réellement leur faire confiance, étant donné que Sarada va poser la question à un moment donné après que Shinki ait préalablement demandé à Ryu pourquoi est-ce qu'il traquait Boruto, lorsque Ryu va répondre à Mitsuki que s'il le fait, c'est globalement sur un ordre de Jura, étant donné que Boruto semble trop en savoir concernant les Shinju et tout. Du coup, Sarada va proposer à Ryu de tendre un piège à Boruto en utilisant son Togedama, ce dont Ryu va être complètement d'accord et il va donc s'exécuter. Mais avant de continuer, j'aimerais quand même préciser que Ryu a quand même remarqué les intentions meurtrières de Yodo et les ninjas ont essayé de tourner ça autant qu'ils pouvaient en essayant de dire que bon, c'est comme ça que les ninjas sont et tout et tout. Bon, c'est quand même gros étant donné que Ryu le voit très clairement. Il voit clairement qu'il n'y a que Yodo qui a ses intentions meurtrières envers lui. C'est pourquoi Ryu va plutôt tendre un piège à ce groupe de ninjas là, et donc Ryu va donc sortir son Togedama de la poitrine. D'ailleurs, il savait pas que c'était possible. Du coup, tu as un Yodo qui va sauter pour essayer d'attraper le Togedama de Ryu, et Ryu va donc dire que bon, au préalable, la limaille de fer qu'il avait prétendu être normalement pour détecter Boruto, c'était plutôt pour eux. Il va donc les bloquer avec ses limailles de fer, les empêcher de bouger, et pendant que Yodo sera en l'air, il va contrôler Sarada pour que Sarada attaque Yodo. Et là, tu as un Araya plutôt qui va sortir une technique qu'il avait développée normalement pour se battre en coopération avec Shinki. Maintenant, Araya va se dire que je ne savais pas que cette technique là me serait utile dans ces conditions là. Du coup, il va les délivrer de la limaille de fer de Ryu, et là le combat est en train d'être lancé. Maintenant,
que je suis en train d'analyser ce chapitre encore une fois là, comme ça vient de me prendre, je viens d'y penser en fait. Je me pose la question concernant Boruto, est-ce que les ninjas du village de Suna savent que Boruto c'est un renégat? Est-ce que le